Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour ces Septuors de l'Hérault, Septuors de la saison 2021, les trophées de l'innovation et de l'économie. Une belle soirée pour laquelle nous nous retrouvons pour quelques-uns d'entre vous en présentiel ici et pour d'autres en direct. Nous sommes sur le Facebook Live et sur midilibre.fr. Alors vous allez voir, ça va être une soirée très riche, une soirée riche en découvertes, riche en récompenses, une soirée dans laquelle on va récompenser l'engouement, l'engagement, l'innovation, toutes ces belles énergies qui sont réunies ce soir auprès de nous. Alors vous allez découvrir une sélection qui est le fruit d'un riche travail de sourcing, un travail qui a été fait par notre partenaire, la CCI Hérault, qui est le partenaire de cette soirée, et puis aussi par la rédaction du Midi Libre, que j'en profite pour saluer ce soir, ainsi que nos partenaires fidèles de la région Occitanie avec l'agence de développement ad-hoc. Alors avec ces trophées des Septuors, Midi Libre souhaite récompenser, je vous le disais, l'ensemble des entreprises les plus dynamiques, les plus innovantes, les entreprises, quel que soit leur stade de croissance, mais qui participent à faire rayonner notre territoire avec beaucoup d'enthousiasme. Nous allons remettre 7 prix ce soir dans différentes catégories que sont l'agroalimentaire, la catégorie entrepreneur, l'industrie, le prix du développement durable, le prix du commerce, de l'artisanat et des territoires, le prix de l'entrepreneur et même un prix coup de cœur qui est parrainé par la région Occitanie. Voilà, je vous remercie donc de votre présence ce soir. Je vous remercie de nous suivre aussi sur midilibre.fr et sur le Facebook Live. Vous pouvez bien sûr continuer à réagir sur les réseaux sociaux avec l'hashtag Septuor34, mais aussi nous suivre sur le LinkedIn ou tweeter, pourquoi pas, sur Midi Event. Voilà. Alors pour débuter cette soirée, avant de commencer cette remise des prix, je vous propose d'accueillir à mes côtés Jean-Benoît Bailey. Merci de l'applaudir, directeur général du groupe de la Dépêche du Midi. On va vous donner un micro. Bonsoir Jean-Benoît. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, déjà la 5e édition des Septuors de l'Hérault et encore de belles pépites ce soir à découvrir. Oui, comme vous le dites, je voudrais saluer, bonsoir à tous, de belles pépites et très heureux d'être là ce soir dans une salle avec un petit peu de public. Ça fait plaisir et chaud au cœur de retrouver un petit peu de normalité. C'est vrai que c'est déjà la 5e édition des Septuors que nous avons mis en place il y a 5 ans. Et c'est toujours un plaisir de valoriser et de mettre en lumière les entrepreneurs de la région et les belles réussites, puisqu'ils ont ô combien souffert ces derniers mois et ces dernières semaines. Et c'est vrai que nous sommes toujours ravis de les accompagner et de les valoriser au travers de nos colonnes. Midi Libre, on traite énormément l'économie. On a 4 pages économie le mardi. Et on a lancé aussi cette année une nouveauté, puisqu'on a lancé notre Lab Éco pour fédérer l'ensemble des acteurs de la filière et justement valoriser toutes ces belles réalisations. Je voudrais remercier nos partenaires, la région Occitanie évidemment, la CCI et son président, cher André, également tous nos autres partenaires qui nous accompagnent, Serre France et la PSH sur ces Septuors de l'Hérault. Féliciter l'ensemble des nommés et j'ai hâte maintenant de découvrir les lauréats avec vous. Merci beaucoup Jean-Benoît Bailey. Je vais vous laisser redescendre parce qu'on va accueillir, je vais vous remercier, je vous laisse redescendre parce que nous allons accueillir à votre place la directrice Raphaël Lamoureux du lieu sur lequel nous nous trouvons, parce que vous l'avez vu. Pour ceux qui sont avec nous, vous le découvrez si vous êtes avec nous sur Facebook. Nous sommes donc au sein de la Cité de l'économie et des métiers de demain. C'est un lieu de prospective. Bonsoir madame, merci de nous accueillir chez vous. Je le disais, un lieu de prospective, mais un lieu qui reste encore mystérieux pour nombre d'entre nous. Alors vous allez peut-être pouvoir nous expliquer un petit peu ce qu'on fait ici. Bonjour à tous et bienvenue à la Cité de l'économie et des métiers de demain, donc un lieu créé et développé par la région Occitanie, qui certes n'a pas beaucoup vécu depuis le Covid en tant que lieu d'accueil d'événements, mais je suis ravie de voir que petit à petit nous reprenons vie. Donc c'est un lieu qui est là pour voir loin, pour voir large,
pour rebondir, malgré le festival d'incertitude dans lequel nous sommes entrés depuis quelques mois, et pour explorer le futur. C'est un lieu dans lequel nous partageons des visions, nous analysons les mutations autour des technologies du futur, mais également les modèles pour construire demain, relever les défis de notre temps, apprendre à se nourrir mieux, apprendre à se déplacer, à travailler autrement, créer l'entreprise de demain, apprendre à travailler autrement. L'ensemble de ces sujets se développent tout au long de l'année à la Cité de l'économie et des métiers de demain, mais également des projets concrets qui commencent à frémir et que l'on va accompagner cette année, des grands projets d'expérimentation. Et puis nous sommes là enfin bien sûr pour imaginer et créer avec vous les métiers de demain. Voilà. C'est aussi un lieu de rassemblement économique, et là, la manifestation d'aujourd'hui le démontre. Et puis un lieu aussi, et j'en suis ravie ce soir, pour fêter les réussites des entreprises régionales qui vont contribuer justement à créer ce futur qui nous rassemble aujourd'hui. Voilà, un grand merci à tous, merci à vous. Merci encore une fois à vous de nous accueillir dans ce beau lieu et de nous permettre de le découvrir un peu mieux. Alors, je vous propose de débuter avec la première séquence qui va nous permettre de récompenser la catégorie entrepreneur et la catégorie industrie. Avant d'accueillir sur cette scène le parrain de cette, et en l'occurrence la marraine, de cette remise des prix pour cette première catégorie, je vous propose de découvrir quelques images de la construction du site logistique Gare au Sud de l'APSH, l'association pour les personnes en situation de handicap, qui est un des établissements de l'ESAT. On regarde ces quelques images, on se retrouve juste après avec Laurence Bourignon. L'APSH 34 est une association pour personnes en situation de handicap. 189 travailleurs en situation de handicap sont en activité professionnelle sur 4 établissements différents APSH 34 sur le département de l'Hérault. L'APSH 34 a décidé de construire un établissement à Gare au Sud pour déménager ses anciens locaux situés à Montpellier. Tous les matériaux qui ont été choisis sont des matériaux renouvelables. Ce projet a été pensé développement durable, il a obtenu une médaille BDM, bâtiment durable Méditerranée, et s'inscrit dans l'environnement. Cet établissement représente 6 millions d'euros d'investissement et un financement de la région Occitanie a été attribué par rapport à cette démarche environnementale. En donnant vie à ce nouvel établissement, l'APSH 34 a l'ambition de répondre efficacement aux besoins des personnes en situation de handicap qui travaillent en ESAT. Ce site majeur pour l'APSH 34 s'inscrit dans sa démarche de responsabilité sociétale. Un établissement de 2100 mètres carrés de construction avec des matériaux durables. Et voilà pour cette présentation et je vous propose d'accueillir tout de suite la marraine de ces catégories entrepreneurs et industrie. Pour ce prix, c'est Madame Bourguignon, directrice de l'ESAT, qui me rejoint. Bonsoir Madame. Hop, si on tombe l'enveloppe avec les prix. Bonsoir. Alors, on vient de voir un des établissements de l'ESAT. L'ESAT, établissement de services d'aide par le travail. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu mieux cette structure ? Alors, l'ESAT est une entreprise comme toutes celles qui sont présentes ce soir, mais avec une singularité qui est quand même l'articulation entre des objectifs économiques et une mission médico-sociale. L'ESAT propose des prestations commerciales à ses clients, mais également des prestations médico-sociales aux 189 travailleurs, on l'entendait, qui sont présents en permanence à l'ESAT. Donc notre ESAT fait partie de l'APSH 34, qui est une association qui œuvre en faveur des personnes en situation de handicap depuis près de 50 ans. L'APSH 34 aujourd'hui se définit comme une structure de l'économie, une entreprise de l'économie sociale et solidaire. L'implantation géographique de l'ESAT, là on voyait le pôle logistique de Gare au Sud, mais ça n'est pas le seul, parce qu'en fait on est présent sur l'ensemble du département de l'Hérault, depuis Lunel jusqu'à Saint-Christol, Montpellier, Bédarieux, Saint-Geniès-de-Varençal, donc 150 km entre tous nos sites.
Nos métiers, nos ateliers se répartissent aujourd'hui sur des activités de blanchisserie. On traite sur nos 3 blanchisseries en moyenne 6 tonnes de linge par jour. On a 11 équipes d'espaces verts qui sont réparties sur l'ensemble du territoire. Une équipe de voirie pour la ville de Bédarieux, où on entretient les rues de la ville. 2 équipes de prestations d'entretien de locaux. Une cuisine centrale sur le site logistique qui produit 1450 repas et qui les livre chaque jour. 6 cuisines relais et une petite particularité, une boutique atelier qui fabrique et vend des objets d'art à Lunel. D'accord. Voilà. C'est comme toutes les entreprises, je suppose, et on va en parler ce soir, et puisqu'on va remettre des prix dans ces catégories-là, vous devez faire preuve aussi d'adaptabilité, vous devez faire preuve d'innovation. Tout à fait. Les ESAT s'inscrivent depuis toujours dans une logique d'adaptation à une économie qui est en permanente mouvance, on va dire. La situation des ESAT n'est pas autrement et la situation sanitaire a été un challenge de plus. À l'ESAT de l'APSH 34, on voyait le site logistique a ouvert au mois de juin 2020. Donc les travaux avaient pris énormément de retard, mais on avait un impératif de production. On a donc ouvert 15 jours après la fin du premier confinement et on a respecté les engagements qui étaient pris avec nos clients. Sur l'ensemble de la durée de la crise sanitaire, l'ESAT est resté ouvert. Sur le premier confinement, les personnes en situation de handicap n'étaient pas présentes, mais elles l'ont été à chacun des autres confinements. Et on a assuré auprès de nos clients l'ensemble des missions qui étaient les nôtres. Alors, ce soir, vous êtes parrain, l'ESAT, de 2 prix, 2 prix importants, l'entrepreneur et l'industrie, de catégories. Je vous propose de découvrir ensemble les nommés pour cette première catégorie entrepreneur, avant de vous laisser la possibilité de nous annoncer le lauréat. Avec plaisir. Alors, pour cette catégorie donc des entrepreneurs, il y a 3 nommés dans la catégorie. Sisterka, chez la boutique de Marie, qui accompagne les femmes atteintes d'un cancer. IceUp, une entreprise qui a 15 ans d'expérience et de savoir-faire dans les domaines de la fabrication de supports événementiels et de PLV. Et Loupit, qui s'occupe d'en finir avec les emballages jetables. Voilà. Alors, Laurence Bourguignon, c'est à vous que revient le bonheur de nous annoncer quel est le lauréat pour cette catégorie des entrepreneurs. Alors, c'est Eyes Up. C'est Eyes Up qui va nous rejoindre. C'est Olivier Fatrez. Alors, on va se décaler un petit peu si vous voulez venir ici. Olivier Fatrez, bonsoir et bravo. Vous prenez votre trophée, bien sûr. Mettez-vous là sur la petite croix. Alors, avant de vous laisser la parole, si vous voulez bien, on va découvrir les nommés de la catégorie suivante, la catégorie industrie. Alors, dans cette catégorie, nous avons aussi 3 nommés qui sont Siléon, qui est un acteur de la transition numérique pour l'industrie et l'environnement. Genvia, qui se positionne une nouvelle fois pour l'Occitanie comme un pionnier de l'hydrogène vert. Et puis Delta Service Production, qui conçoit et fabrique des cartes électroniques depuis plus de 30 ans. Et le lauréat dans cette catégorie, Genvia. Et alors on reçoit. Merci beaucoup, Genvia. C'est Florence Lambert qui nous rejoint. Merci d'être avec nous. Je vous laisse vous mettre sur la petite croix. Vous voyez, comme ça, les distances sont respectées. Nous sommes... d'abord, félicitations à tous les deux. Alors, un petit mot peut-être d'abord avec Olivier Fatrez, donc le prix entrepreneur. Alors, ça tombe bien parce que quel parcours. Ça fait déjà 20 ans d'expérience dans votre activité qui a débuté dès l'école de commerce. Vous avez été lauréat à ce moment-là d'un prix décerné par le Crédit Agricole, vous me dites si je me trompe, et avec cet argent reçu, vous avez acheté votre premier ballon dirigeable. Et un ballon qui vous a permis de faire flotter des slogans au-dessus des stades. Quel était votre objectif au départ? Vous êtes parti d'une idée, c'était un rêve, c'était... Déjà, merci pour ce prix. Ça fait plaisir parce que travaillant dans l'événementiel, j'avoue que le début de la crise a été assez angoissant et sortir de cette crise avec un prix, c'est satisfaisant. Merci beaucoup. Mon idée, de base, c'était de faire voler des ballons dirigeables radiocommandés dans les stades. Mais c'est surtout d'être heureux dans mon travail, d'essayer de trouver une activité qui me plaise. Et puis j'ai fait voler, donc comme vous le disiez, ces petits ballons dirigeables radiocommandés dans les stades. Alors j'ai fait tous les stades de France, en Ligue 1, en Ligue 2. Je suis allé à Clermont-Ferrand par -10 faire voler mon petit dirigeable. Et puis j'avais une vieille voiture qui fumait.
Et puis les gens me faisaient des appels de phare. Alors je mettais le dirigeable dedans, les grosses bouteilles d'hélium. Et puis je me suis accroché. Et puis au bout de 2 ans, je me suis dit bon, il va quand même peut-être falloir penser à réagir parce que j'étais toujours au RMI, même si je m'étais fait un gros carnet de clients. Et puis un jour au Stade de France, il y a un client qui m'a dit est-ce que tu fais des banderoles? Alors je lui dis bien sûr je fais des banderoles. Alors j'en faisais pas, mais j'ai trouvé moyen de faire des banderoles. Après il m'a dit est-ce que tu fais des oriflammes? Donc j'ai trouvé le moyen de faire des oriflammes aussi. Et je me suis dit que sur ce marché des supports de communication où il y avait que des spécialistes, il y avait des fabricants d'arches gonflables, des fabricants de banderoles, des fabricants d'oriflammes. Et je me suis dit qu'il y avait une place pour un généraliste, pour quelqu'un qui apporterait à un directeur de la communication la globalité d'une solution. Et du coup, je suis parti aux 4 coins du monde. Je suis allé en Afrique du Sud, je suis allé aux États-Unis. J'ai trouvé des fournisseurs et j'ai réussi à offrir du coup une globalité de solutions. Et c'est comme ça que c'est parti. J'étais revendeur, mais j'arrivais à offrir une solution globale pour un directeur de la communication pour ces événements. C'est un bel exemple d'entrepreneuriat. Ce que vous voulez nous le raconter, on avait l'impression d'être avec vous dans la voiture. Alors, quel a été l'impact de la pandémie sur votre activité qui est en lien avec l'événementiel? Et on sait que c'est un secteur qui a été particulièrement touché cette dernière année. L'événementiel, alors nous on a une partie événementielle, on a une partie aussi PLV, mais l'événementiel c'est 60 à 70% de notre chiffre d'affaires. Donc pour exemple, juste avant la pandémie, on avait signé le plus gros contrat de Eyes Up qu'on n'avait jamais signé sur l'événementiel. On avait signé l'habillage de Paris 2020 avec la Fédération française d'athlétisme, qui était pour nous un tremplin pour Paris 2024. On devait faire le premier événement avec 100% recyclable, avec tout ce qui est signalétique. Et c'est tombé à l'eau, l'événement est annulé, évidemment. Il a fallu se réinventer vite. Alors on a fait des masques, on a fait des cloisons plexi, des bandes adhésives de sol de séparation. Et puis on a aussi ressorti les petits projets qu'on avait dans le placard. Il y avait un projet qui nous tenait particulièrement à cœur, c'était de faire de la signalétique en bois. Des barrières événementielles en bois, des kakémonos en bois. Donc c'est un projet qui aboutit. Et aussi des logos géants en bois. Et là, du coup, on a fait à Odysseum il n'y a pas longtemps un très grand logo de 15 mètres par 1,50 m que vous avez peut-être vu. Voilà, donc on s'est réinventé, puis on sort de cette crise satisfait parce que ça repart. Et voilà, on est heureux. Merci. Alors, à côté de vous, Florence Lambert. Geneviève, alors l'activité de cette nouvelle usine qui est intégrée au site Cameron à Béziers, elle a débuté un peu en pleine période de crise sanitaire. Du coup, il s'agissait donc de fabriquer, je résume, mais vous allez mieux nous expliquer, des électrolyseurs, c'est ça? Racontez-nous un peu ce que vous faites et comment ça s'est passé. Très bien, merci en tout cas également pour le prix et je suis ravie. Donc Geneviève est née au mois de mars, donc c'est une société toute jeune et qui rentre complètement dans les objectifs de la transition énergétique. Donc on peut imaginer l'hydrogène comme prenant beaucoup de rôle dans cette transition. Ça va apporter de la mobilité en complément des batteries, on en parlait tout à l'heure. Ça va accompagner le développement des énergies renouvelables, on peut imaginer les stocker avec de l'hydrogène. Et puis surtout, ça va aider les industries à se décarboner, parce qu'il y a plein d'industries, les cimenteries, les aciéries qui n'ont pas d'autre solution que d'émettre du CO2, et l'hydrogène va être une solution. Donc tout ça, c'est merveilleux, mais ça sera possible que si et seulement si on sait produire cet hydrogène à un coût compétitif, et surtout sans émettre de CO2. Et c'est ça l'objectif de notre projet. On a vraiment une chance incroyable, et je veux vraiment dédier et partager ce trophée avec Luc Mas, qui est le patron de la Cameron, justement de Béziers, parce qu'on a vraiment l'occasion de faire vivre cette usine qui est magnifique, qui a une âme. J'espère pouvoir vous la faire visiter avec Luc, qui a traversé vraiment tout un passé historique industriel français, puisque ça a plus de 100 ans. Ça avait commencé avec les tracteurs Fouga. Et on a vraiment cette possibilité de pouvoir venir travailler sur un socle de compétences complètement inédit, vraiment sur la base des personnes de cette usine. Alors un petit mot peut-être sur les objectifs de développement justement complètement. À plus long terme. Donc même si on n'est pas une start-up, on est dans l'esprit, on doit tout faire en même temps. Donc on a 4 ans pour finir de maturer cette technologie, donc l'électrolyse haute température, qui en fait est plus efficace que les autres électrolyses, pour aussi développer tout le système. Et en ça, j'espère que Geneviève sera aussi un rôle de chef de file, parce qu'au-delà de fabriquer le pur composant, il y a tout un écosystème à bâtir,
autour des céramiques, autour de l'électronique de puissance, on en parlait également tout à l'heure, autour de la thermique et de la fluidique. Donc ça, c'est un des points importants pour livrer nos premiers démonstrateurs d'ici 18 mois. Et puis maturer l'outil industriel justement sur le site de Cameron. Et qu'est-ce qui se passe en 2024 ? L'idée, c'est que si on coche tout ça, on prend la décision de lancer une Gigafactory, donc toujours sur le site de Béziers, et ce qui permettra de se projeter avec plus de 500 emplois à 2030. Voilà, donc de belles ce n'est pas une ambitions, start-up, de beaux projets. On fait tout en même temps, et surtout, on a une équipe formidable sur le site de Béziers. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci, je vais vous laisser regagner la salle. On peut vous applaudir. Et merci pour vos témoignages. Ce sont de belles entreprises. On va continuer avec une deuxième séquence pour laquelle nous allons remettre les prix à 2 pépites qui seront l'innovation et le développement durable. Pour ça, on a un partenaire, bien sûr, qui va parrainer ces 2 prix. Avant d'appeler sur cette scène le président André Deljarry, je vous laisse découvrir la CCI 34 et ses actions. Et merci d'accueillir le président de la CCI Hérault, André Deljarry. Bonsoir, il va marcher. Un micro pour le président. Bonsoir et Bonsoir. Merci, parrain de la soirée et parrain de 2 prix, innovation, développement durable. On vient de le voir, on a la chance d'avoir sur ce territoire, grâce à vous et à vos équipes, une CCI particulièrement dynamique et active. La CCI, elle a été pendant cette crise particulièrement présente sur le territoire, à côté des entreprises. Au bout d'un an, quel constat faites-vous ? Comment vont les entreprises de ce territoire ? Tout d'abord, avoir une pensée pour les restaurateurs qui ont ouvert leurs terrasses et qui vont, le 9 juin, ouvrir complètement. Avoir une pensée aussi, salle de sport. Et j'étais encore cet après-midi avec le ministère d'Alain Griset pour les boîtes de nuit pour cet été, parce que même si ça peut prêter à sourire sur le principe des boîtes de nuit, c'est tous ces jeunes qui vont errer à l'extérieur pendant tout l'été. On a des sites touristiques ici sur le département de l'Hérault. Il faut pousser à ce que ça puisse réouvrir pour avoir cette notion de guider un peu ces jeunes de 17 ans à 25 ans au-delà, pour savoir un petit peu où ils vont se trouver cet été et pas refaire ce qu'on a vécu l'été dernier avec un petit peu des fêtes sauvages qui sont passées ici et là et qui ont dérangé beaucoup de personnes et notamment au niveau des touristes. Donc d'abord avoir ce salut pour la totalité de ces chefs d'entreprise, ensuite dire cette agilité qu'ont eu les chefs d'entreprise, cette innovation, on l'a entendu un petit peu tout à l'heure, avec l'hydrogène tout à l'heure, point important qui va nous guider un petit peu dans les années à venir par rapport à tout ce qui peut se passer au niveau d'être un petit peu plus vertueux par rapport à ce qui va se consommer dans nos véhicules. Et de l'autre côté aussi, avoir aussi cet accompagnement qu'on a eu pendant plus de 15 mois
pour 38 000 dossiers qu'on a déposés, que ce soit, et remercier la région, que ce soit toutes les collectivités et l'État, bien sûr, qui a fait beaucoup de choses par rapport à ce qui s'est passé, que ce soit les PGE, que ce soit les fonds de solidarité, et la task force qu'on a eue ici sur le département de l'Hérault, auprès du préfet Jacques Witowski, la totalité des collectivités, que ce soit la région, la métropole, la totalité des communautés de communes et agglomérations, tout le monde a été derrière. Et bien sûr, ce soir, saluer tous ces chefs d'entreprise qui vont avoir des prix au travers de Midi Libre, bien sûr, avec Jean-Benoît Baillet, avec Claire Charbonnet, avec Olivier Biscaille, parce que tout ceci, c'est une force de mettre en avant aussi la totalité des chefs d'entreprise. Et je n'oublierai pas, bien sûr, Bernard Maffre, qui est autour et on a fait les premiers septuors à l'époque pour la totalité de la région. Donc voilà. Une fois qu'on a dit ça, c'est mettre en avant tous ces chefs d'entreprise, leur dire bien sûr qu'on est à côté, qu'on ne laissera personne au bout du chemin et qu'on continuera à se battre. Je me suis battu cet après-midi, je disais tout à l'heure, pour un des créneaux ici, et je me bats encore pour les chefs d'entreprise qui ont ouvert en 2020, qui ne sont éligibles à rien. Donc on est en train d'essayer d'étudier des dispositifs, et on a eu un écho plutôt favorable du ministère d'Alain Griset pour essayer de continuer, et j'espère aussi que Bruno Le Maire entendra ce qu'on lui demande, non pas parce que je rejoins un peu ce que disait de Bézieux il n'y a pas très longtemps dans vos colonnes, au niveau du journal. Évidemment qu'il y a un moment où il faudra enlever tous ces dispositifs, parce que ce n'est pas pérenne dans une situation, mais par contre, tant qu'il y a des trous dans la raquette, il faut essayer de les combler. Et Alain Griset me disait, vous savez, Président, la raquette qui était une raquette de tennis, avait beaucoup de trous, elle est devenue raquette de ping-pong. J'ai dit, bon, elle reste encore avec quelques petits trous, il faut essayer de les combler. Et on a eu des échos favorables par rapport à ce que nous vivons actuellement avec le ministère, avec l'État ici, avec le relais du préfet et avec la totalité des collectivités sur le territoire. Merci pour ce constat et cette prospective un petit peu qu'on espère meilleure, en tout cas dans les mois à venir. Oui, mais il y a beaucoup de résilience, il y a beaucoup de... Moi, je suis sûr que ça va repartir. Quand on voit ce qui s'est passé avec les terrasses là ces derniers jours, c'est juste fabuleux ce qui se passe. Et on voit que les entreprises ont envie, ça y va. Et j'attends avec beaucoup de précautions, bien sûr, le 9 juin. Mais il y a des choses qui vont se passer le 9 juin, il y a des choses qui vont se passer le 30 juin, quand on aura levé complètement le couvre-feu. On va passer en période estivale. Donc beaucoup de choses vont se passer sur ce territoire. C'est un territoire d'avenir. Ici, il se crée plus de 3000 entreprises tous les ans sur ce territoire. Donc on a une capacité à ce qui va se passer ici, dans le département de l'Hérault, un département pionnier. Cette chambre, avec la totalité des élus, des vice-présidents, œuvre pour ce développement économique et pour cet accompagnateur. Moi, je dis, on est un accompagnateur de territoire, un accélérateur de territoire. C'est notre vocation. On doit rester à notre place. Les collectivités ont aussi leur mission qui est très différente de la nôtre, mais à nous tous, on peut faire de très belles choses sur ce territoire et sur l'Occitanie. Alors, de belles choses, on va en parler tout de suite, parce qu'il y a deux catégories qui sont parrainées. Peut-être un mot, l'innovation et le développement durable. L'innovation, c'est un peu le terroir ici de ce territoire. L'innovation est inscrite ici dans nos gènes, on le voit, je le disais tout à l'heure. Et la création, il y a eu pendant la crise beaucoup d'innovations avec les plateformes, les marketplaces qui se sont mis en place, avec les livraisons à domicile, avec le click and collect. Il y a énormément d'innovations. Donc je crois que de cette crise, il faut qu'on sache tirer la totalité de ce qui s'est passé. Parce qu'il y a de belles choses. Évidemment qu'il y a des entreprises qui ont souffert. Ça, celles-là, il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on soit à côté d'elles. Mais par contre, il y a des entreprises qui ont su innover. Et donc, il faut aussi dire, par ces innovations, voilà comment on peut encore mieux éclairer le territoire. Et je vous assure qu'on va encore aller beaucoup plus loin dans le numérique, par exemple. Le numérique est un des secteurs importants qui va... Et là, les commerçants se sont aperçus qu'avec le numérique, ils pouvaient faire le click and collect, ils pouvaient aller très loin. Donc, comme quoi... Les crises aussi peuvent mettre en avant des espaces qui vont se passer économiques importants. Et c'est ce que nous, on doit pousser de façon systématique les entrepreneurs qui sont à l'avant. On y va avec les trois nommés de cette catégorie. Les trois nommés sont i5 Work, qui est un créateur de plateformes de gestion des ressources humaines collaboratives dédiées aux TPE et aux PME et d'outils en ligne pour la gestion des ressources humaines. IES Synergie, qui conçoit et fabrique des solutions de recharge pour véhicules électriques. C'est un des leaders mondiaux des solutions de recharge. Cuvea, qui crée une sonde de température et des solutions complètes pour le stockage et le transport frigorifique. Et c'est vous, Président, qui allez nous annoncer quel est le lauréat de cette catégorie innovation. Avant d'annoncer le gagnant, d'abord féliciter les trois.
Et leur dire, c'est déjà extraordinaire que les 3 soient arrivés à ce niveau-là, parce que c'est de beaux dossiers chaque fois qu'il y a, c'est une belle sélection. Donc voilà, je ne vais pas laisser planer le suspense plus longtemps. IES, très très belle entreprise, très très belle entreprise. IES, Synergie, et c'est Vincent Abadi, le directeur R&D, qui nous rejoint sur cette scène. Président, venez sur cette petite croix. Virginie, je reviens vers vous. Voilà. Bonsoir et bienvenue. Ça marche, touche à rien, bonsoir. Ça marche, tout va bien. Je vous laisse prendre votre prix, félicitations. Voilà, félicitations. Entreprise que j'ai visitée en plus, donc très 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 belle entreprise mondiale, et donc je crois qu'il faut que la région aille derrière parce que c'est une très belle boîte. Alors avant de venir à vous, si vous voulez bien, nous allons tout de suite découvrir les nommés pour la catégorie développement durable, et nous avons EIO Design qui collecte les déchets plastiques des rivières et les transforme en lunettes de soleil. La société Zipac Zayo qui vend de la vaisselle écologique. Et le groupe ISIA qui accompagne les entreprises vers la digitalisation avec une approche favorisant la sobriété numérique. Et le président André Deljari va nous donner le lauréat entre ces 3 entreprises. Et le voilà, donc c'est le groupe ISIA. Donc le groupe ISIA qui est... Voilà, je félicite aussi bien sûr les 3 entreprises sélectionnées. Capla qui nous rejoignent sur la scène. Félicitations à vous. Vous avez juste, n'oubliez pas votre prix et puis restez bien sur la petite croix là-bas. Voilà, on a chacun à peu près des petites croix. Bravo. Merci. Bravo à tous. Alors, un mot d'abord sur IES Synergie. Vincent Abadi. Alors, je vais présenter un petit peu rapidement IES Synergie. C'est une société qui a été créée en 1992. Elle proposait au départ des solutions de recharge pour des véhicules électriques. Oui. Aujourd'hui, donc depuis 1992, on a bien avancé. 55 brevets à l'international. Vous avez été les premiers à imaginer un chargeur embarqué pour les chariots et les nacelles élévatrices. Vous recevez le prix Innovation ce soir. Vous êtes directeur du service R&D. Voilà. Ça tombe bien. Expliquez-nous ce que vous faites aujourd'hui. Alors, comme vous l'avez dit, on est une société qui fait des bornes de recharge électrique. Donc, en fait, IES Synergie, c'est une entreprise héroltaise basée à Saint-Onès. Nous sommes 150 passionnés de la mobilité électrique et avec la vocation de faire une transition écologique et une mobilité verte et durable. Nous avons effectivement une longue expérience dans ce domaine. Nous sommes des pionniers de la solution de recharge électrique avec 2 types de solutions. Des solutions pour les domaines industriels avec les chargeurs embarqués que nous avons été les premiers à faire. Et puis aussi sur des bornes de recharge publiques rapides pour charger les voitures électriques, les bus et les camions. D'accord. Alors, en termes de développement et de stratégie, aujourd'hui, comment vous vous positionnez? Quels sont les projets en termes de recrutement, de recherche Alors, aujourd'hui, en fait, après des années, le marché de voitures électriques a été pendant très longtemps un marché de niche. Et aujourd'hui, on voit une forte accélération du marché. Donc, même si aujourd'hui, nous avons une gamme complète de bornes de recharge, nous avons une forte accélération de nos investissements dans ce domaine pour renouveler notre gamme avec une gamme de 4e génération. Donc sur ce sujet-là, en fait, nous avons reçu une subvention dans le cadre de plan de France Relance pour nous aider dans notre programme massif d'investissement de plus de 10 millions d'euros de projets R&D pour développer cette gamme de puissance de 4e génération qui va sortir en fait en 2022 pour les 30 ans d'IES. Et cette gamme-là sera à la fois plus économique, parce qu'il faut les investissements coûtent cher, donc plus la borne est économique, mieux c'est pour tout le monde, plus fiable aussi, et tout en adressant aussi plus largement les besoins à venir du marché, à savoir une borne plus puissante, plus intelligente et plus simple d'utilisation. Plus puissante parce que les véhicules vont demander des fortes puissances demain et pour être chargés plus rapidement. Plus intelligente parce qu'en fait avec le développement du marché du véhicule électrique, il va avoir un plus gros impact sur le réseau électrique et on se doit d'avoir dans nos bornes de recharge les solutions qui permettent de mieux piloter la recharge et d'optimiser le temps de recharge pour l'avoir lorsque le réseau est le plus disponible possible et l'énergie la moins chère et lisser la charge, donc tout ce qui est smart charging qui est un élément du smart grid. Et plus simple parce qu'en fait jusqu'à présent les bornes de recharge n'étaient pas si simples que cela à utiliser
parce que c'était un marché de early adopters, de geeks un petit peu, mais maintenant la voiture électrique va être utilisée par monsieur tout le monde. Et du coup, nous avons déjà implémenté dans nos bandes de recharge le terminal de paiement classique avec carte bancaire pour remplacer les badges des différents opérateurs qui sont un peu complexes. Et nous allons implémenter dans notre future gamme une technologie qu'on appelle Plug and Charge, qui permet de ne même plus avoir besoin de badge ni de carte bancaire. C'est directement juste à brancher le véhicule sur la borne et toute la transaction se fera sans aucune intervention de l'usager, comme s'il se branchait à sa maison. Et je précise que pour parvenir à ces résultats, c'est 15 à 20% du chiffre d'affaires chaque année qui est investi dans la recherche et développement. Exactement, et ça depuis des années. Merci beaucoup. Alors, à côté de vous, c'est le groupe ISIA, Jean-François Capla et Fabienne Amadori. Bonsoir à vous deux et félicitations. Bonsoir. Alors, ISIA, son cœur de métier, c'est le conseil, la conception et la mise en œuvre de solutions numériques responsables. Vous avez pris un virage, vous avez été la première entreprise en France à avoir reçu le label numérique responsable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est le numérique responsable ? Le numérique, vous savez, il est partout. Le numérique est partout, il est dans nos vies. Il a connu ces 20 dernières années, une croissance exponentielle. Donc cette croissance est à l'origine d'avancées considérables. On en parlait tout à l'heure, ça peut être effectivement un vecteur de résilience. C'est aussi un vecteur de performance économique. Ça permet d'avoir des avancées aussi dans le domaine de la santé, de l'éducation. Donc tous ces aspects-là, ils sont plutôt partagés et connus du grand public. Par contre, le numérique a aussi des impacts considérables à une face un petit peu plus sombre, avec des impacts pour l'environnement et pour les hommes qui sont relativement importants. Quand on parle d'impact pour l'environnement, tout à l'heure on parlait des véhicules, mais le numérique aujourd'hui, en termes de pollution et d'émissions de gaz à effet de serre, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, donc c'est plus que l'aviation civile. Et c'est à peu près 10% de la consommation électrique mondiale. Donc c'est considérable. Et puis par rapport aux hommes aussi, parce que le numérique, avec son développement, contribue à accentuer la fracture numérique. On a de plus en plus de personnes qui sont dans le besoin et démunies, qui n'ont pas accès aux services numériques. Donc le numérique responsable, en fait, va s'intéresser à ces questions-là et vise à tracer une nouvelle voie en conscience, où on va questionner à la fois la manière dont on va développer des services numériques pour réduire l'empreinte environnementale, notamment grâce à l'éco-conception, et puis il va aussi questionner les usages, ce à quoi on destine le numérique, donc pour les mettre au service de l'homme et de l'environnement. Voilà, le numérique responsable, c'est ça. Donc nous, groupe ISIA, en tant qu'acteur du numérique, engagé, on en reparlera tout à l'heure, depuis longtemps dans une démarche RSE, il nous a semblé important de nous saisir de cette question-là. Alors justement, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix de positionnement ? Vous me parliez de ce lien avec la démarche RSE. Je laisserai Fabienne peut-être en parler un petit peu plus longuement tout à l'heure. Mais voilà, il y a quelque chose d'historique dans les gènes de l'entreprise, ce que je disais. Et aujourd'hui, c'est un ensemble d'offres qu'on propose à nos clients et qui, aujourd'hui, grâce à l'éco-conception, nous permet de réduire l'empreinte environnementale des services qui sont développés. Et on a vraiment développé une expertise sur ce segment-là. Et on aide les organisations soit à développer pour eux des services qui seront éco-conçus. On l'a vu tout à l'heure pour le bâtiment. L'éco-conception, c'est vrai pour le bâtiment, mais ça existe aussi pour le numérique. Et soit en les formant pour qu'ils puissent éco-concevoir eux-mêmes leurs propres services numériques. Peut-être juste profiter de dire un petit mot, donc déjà de remercier Midi Libre. On est touché par rapport à ce prix. C'est vrai que développement durable, on a vu qu'il y avait plein de projets qui pouvaient être concernés aussi, qui étaient des chouettes projets dans ce domaine. Donc on est content que le numérique soit mis à l'honneur, surtout dans cette période où l'éclairage se fait un petit peu plus sur cette question-là. On sent qu'il y a des prises de conscience et il y a vraiment beaucoup d'actions à faire. Comme le disait Jean-François, résolument orienté RSE, ça c'est dans l'ADN de l'entreprise, et donc naturellement sur notre cœur de métier, ça s'est traduit de cette manière-là. Moi j'aimerais profiter ce soir de remercier la CCI, parce qu'ils ont compté dans ces étapes de transformation. À partir du moment où on doit faire les premiers pas pour concrétiser et transformer notre cœur de métier, c'est vrai que ça s'est fait sur des projets pilotes, pour lesquels en fait on a eu l'opportunité de travailler avec la CCI. Ils ont été aussi soutien sur de la formation, la mise en contact avec des experts, parce qu'on n'a pas tous les savoir-faire au départ.
Et donc, un grand merci, un petit clin d'œil à Christophe Ernick aussi, qui a beaucoup aidé. Et puis donc, ce prix dans ce lieu, pour Isia, qui se pose toutes ces questions justement de l'entreprise de demain, ça résonne encore plus fort. Donc, un grand merci. Merci beaucoup. Un mot, une réaction, André Desjarry, sur ces deux belles entreprises. D'abord, les féliciter, et ensuite dire qu'on a fait juste notre boulot. Je veux dire, notre travail, c'est accompagner. C'est essayer de voir un petit peu les pépites qui peuvent développer de plus en plus, parce que derrière une entreprise, de façon systématique, et dans le développement que vous avez, vous aussi, se cachent des emplois. Et on parle beaucoup chaque fois des entreprises, mais on parle peu des emplois qui se cachent derrière. Et une région dynamique, c'est une région qui essaie d'avoir de plus en plus de personnes qui ne soient pas non plus sur le bord du chemin, mais qui trouvent le chemin de l'emploi. Donc là aussi, bien sûr, toutes les formations adaptées qui permettent de pallier. Et Dieu sait s'il y avait des nouveaux métiers, il y a des formations à adapter. On a un CFA Purple Campus aujourd'hui, plus la Business School. On est là pour former, continuer à former, essayer de trouver dans ces nouvelles voies des personnes qui peuvent trouver ces nouveaux métiers. Et justement, quand on regarde pendant la crise, 130 000 demandeurs d'emploi sur le département de l'Hérault, on a très peu évolué par rapport aux autres départements. Ce qui veut dire qu'on a pu stopper cette hémorragie qui aurait pu être très importante. On aurait pu monter à 200 000, 250 000 demandeurs d'emploi. On a su, par rapport au traitement qu'on a eu de la crise, essayer de trouver des solutions, et aussi par la formation. Donc merci de ce clin d'œil à notre bel édifice, la Chambre de commerce, qui est, c'est pas la Chambre de commerce du président, c'est votre Chambre de commerce, c'est la Chambre de commerce, c'est la totalité des 84 000 chefs d'entreprise du département de l'Hérault. Merci beaucoup à tous les quatre. Allez, des applaudissements, parce que vraiment, on entend de... Merci, je vous laisse redescendre. On entend de beaux témoignages ce soir, on découvre de belles entreprises, de l'enthousiasme. Je crois que c'est pour l'instant ce qui réunit tous ceux qui sont venus témoigner sur cette scène, de l'enthousiasme, de l'envie, de l'innovation et une forte adaptabilité. On va continuer avec une troisième séquence. On va remettre le prix du commerce, de l'artisanat et du territoire et aussi le prix de l'agroalimentaire. Et pour cela, avant d'accueillir le parrain sur ce plateau, je vous propose de découvrir quelques images justement sur ce parrain qu'est Serre France. Serre France, c'est une communauté d'entrepreneurs gagnants. Claire a toujours rêvé d'être fleuriste. Grâce à son conseiller Serre France, qui l'a aidé à faire son business plan et à choisir son statut, elle a pu ouvrir sa boutique. Clément, lui, s'est lancé dans un nouveau projet de méthanisation. Grâce au conseil d'un spécialiste énergie et à l'intervention d'un juriste, le nouveau projet de Clément est suivi à chaque étape. Quant à Sonia, elle est débordée par sa paperasse. Depuis qu'elle utilise Serre France Connect, qui regroupe son espace client, son coffre-fort numérique et ses services en ligne, elle a réussi à moderniser sa gestion. Sonia a maintenant plus de temps pour s'impliquer dans son métier. Depuis un moment, Gérard souhaite trouver un associé et développer son activité avec l'acquisition de nouveaux matériels. Avec Serre France Avantage et sa communauté de 320 000 entrepreneurs, il a pu agrandir son réseau professionnel. Il bénéficie de réductions exclusives dans une centrale d'achat. Il dispose même d'un CE pour ses salariés et apprentis. Chez Serre France, tous les clients sont adhérents et chacun peut participer aux décisions. Certains décident d'aller plus loin, comme Christophe. Parce qu'il croit dans les valeurs mutualistes, il est élu président et s'investit dans l'avenir de Serre France. Depuis 60 ans, avec ses agences de proximité partout en France, Serre France est le partenaire privilégié de la performance des chefs d'entreprise. Serre France, entreprendre ensemble. Et nous allons accueillir sur cette scène le parrain de cette troisième séquence, Ludovic Raoult, qui est le directeur général de Serre France Midi Méditerranée. Bonsoir. Tout se passe bien pour l'instant? Parfait, merci. Bon. Parfait. Alors, un mot sur Serre France Midi Méditerranée. Elle s'appuie sur 30 agences qui sont réparties sur l'ensemble du territoire méditerranéen et vous accompagnez plus de 9000 adhérents. Dans quel contexte la crise sanitaire vous avez pu accompagner, aider, vous impliquer dans l'organisation quand même de ces trophées de l'économie ce soir, être là pour ces septuors de l'innovation, de l'économie. Pourquoi c'était important d'être là?
Alors d'abord, effectivement, comme vous l'avez vu dans le film, ça fait 60 années qu'on accompagne des dirigeants d'entreprise au quotidien. Donc, dans la situation de crise qu'on a connue, je pense qu'il y a deux éléments qui sont clés, c'est l'agilité et c'est la résilience. L'agilité parce que l'environnement complexe a forcé les entrepreneurs à s'adapter de manière régulière et souvent opportuniste. Et en même temps, la résilience, parce qu'il s'agit de conserver la trajectoire, ses orientations stratégiques sur le plus long terme. Et donc, Serre France est dans la même situation, même logique. Nous sommes nous-mêmes des entrepreneurs au service des entrepreneurs. Et donc, notre présence ici est en lien avec justement cette notion de résilience. Même si la situation est complexe, on garde le cap qui est notre priorité d'accompagner les entrepreneurs de nos territoires. En tout cas, merci de parrainer ce prix ce soir pour les Septuors de l'Hérault. Vous avez choisi de parrainer le prix Commerce, Artisanat et Territoire. Pourquoi vous avez fait ce choix? Ces secteurs, comment ils affrontent la crise? Quel retour vous avez? Alors, pourquoi ces acteurs? Parce que ils ont, pour certains, été impactés de plein fouet par cette crise. On note une chose en fait qui a été le maître mot un peu des entreprises qui ont pu s'adapter, c'est la flexibilité. Flexibilité lorsque on est amené à ouvrir, fermer, ouvrir partiellement, réouvrir. Vous comprenez bien toute la complexité que cela pose en termes d'adaptation des ressources. Et donc de contrats de travail, de temps de travail des salariés et de législation en place. Voilà. L'autre élément, par exemple, sur les artisans du bâtiment, je vais prendre cet exemple, qui ont eu une croissance assez forte et qui aujourd'hui vivent des problématiques plutôt d'approvisionnement, de stabilité des prix de leurs matières premières. Donc on voit que la notion vraiment de flexibilité de l'entreprise est un élément clé et nous, notre métier, c'est justement de pouvoir éclairer les entreprises sur tous ces axes de flexibilité à mettre en œuvre dans leur quotidien. Est-ce que vous pensez qu'il y a des changements structurels qui se mettent en place dans ces domaines d'activité ? Alors oui, certainement. Oui, c'est très clair. Ce qu'on fait tous les ans de la veille économique, on produit des études économiques par filière pour justement aider les entrepreneurs à mieux comprendre la situation économique de leur filière. On a vu sur cette crise des acteurs qui ont été vraiment en difficulté. Monsieur Géry parlait tout à l'heure des restaurateurs, et puis il y en a plein d'autres. Et puis d'autres ont saisi des opportunités. En adaptant leur business model justement par rapport à ces contraintes. Donc on voit des tendances de fond clairement dans les consommations. Je ne suis pas sûr qu'on aurait imaginé il y a quelques années des restaurateurs qui n'aient pas de porte et qui ne reçoivent finalement personne dans leur lieu, dans leur espace. Et pour autant aujourd'hui ça existe et ça se développe fortement. Donc notre mission à nous, c'est justement de prendre les forces, les axes clés des entrepreneurs, et puis aussi d'analyser les contextes de marché, les évolutions, et bien pour les éclairer, pour leur donner les clés de prendre les meilleurs choix stratégiques pour leur avenir. Et sur le e-commerce, justement, du coup, ça fait partie aussi des évolutions. Alors quand c'est lié au local... ça va. Quand c'est plus large, c'est vrai que c'est un problème pour les territoires. Oui, alors ce qu'on a vu, la tendance de fond, ceux que vraiment s'en sont sortis, ont su exploiter en fait tous les canaux de contact. Donc en ce on peut appeler local, c'est-à-dire en même temps local, vraiment à proximité des consommateurs, et en même temps vraiment global avec une approche e-commerce par exemple. Donc ceux qui ont réussi à travailler cette dualité là, ont réussi. On les découvre, voilà, ces lauréats. Parfait. Allez, on découvre les lauréats de cette catégorie commerce, artisanat et territoire. Dans cette catégorie, on retrouve Chris Val, un atelier boutique de Callot. On retrouve Hybride, un concepteur et développeur du concept du marché du lait, et Crouton.fr, une société de prise de commande et de livraison de vos restaurants préférés. Et c'est vous qui allez nous indiquer quel est le lauréat
Voilà. Alors félicitations à tous déjà d'être là. Et effectivement, certains ont saisi encore plus d'opportunités liées à cette crise. Et donc j'appelle Chris Val. Alors on va recevoir Cynthia André qui va nous rejoindre. Merci de vos applaudissements. Bonsoir Cynthia, prenez place. Je vous propose qu'on découvre le prochain lauréat avant de parler ensemble. Hop. Ben voilà, la deuxième enveloppe, elle est là. Alors, c'est la catégorie agroalimentaire. Et dans cette catégorie, nous avons 3 nommés que sont Actes et Services, une société qui a redéfini la restauration collective en établissements sanitaires et médico-sociaux. Château Castillonne, une société qui réalise le premier caviar respectueux de la vie des esturgeons. Et puis Toumaï, qui valorise des formes de nutrition ancestrale et respectueuse des sols. Quel est le lauréat? Alors, félicitations à tous et en particulier à Toumaï. Et félicitations à Toumaï. On reçoit Tonia Fourard et Édouard Truchelu, Monia Fourard, et Édouard Truchelu qui nous rejoignent sur cette scène tous les deux. Bravo. Alors, on va commencer à parler avec vous, Cynthia, peut-être. Votre société, Chris Val, elle conçoit des calots, mais votre métier, c'est un métier né d'une passion pour la couture. Racontez-nous un peu l'histoire. Donc moi j'ai toujours voulu être dans le stylisme et la couture depuis petite. C'est un métier de passion. Mon arrière-grand-mère était petite main chez un grand couturier. Donc dès petite elle me faisait mes costumes, mes robes. Et depuis petite, vous avez baigné là-dedans tout le temps. J'ai toujours baigné là-dedans. Et donc c'est qu'à l'âge de 20 ans où j'ai pu reprendre mes études dans le stylisme, où là je me suis vraiment épanouie. Donc après le calot c'était pas prédéfini puisque au début j'étais dans la dentelle, j'étais dentelière, donc je créais des sous-vêtements, donc rien à voir. Et le calot est venu par la suite par rapport à une tante qui travaille au Millénaire à Montpellier. Oui. Et un jour elle m'a dit fais-moi un calot en tissu, donc je l'y ai fait. Et vous avez commencé à faire des calots. Voilà, et c'est parti. Et donc, petit à petit, je me suis mis là-dedans. Ouais. Alors, on imagine l'impact de la pandémie sur votre activité. Racontez-nous. Ça, je ne m'y attendais pas. Personne. Donc, en mars l'année dernière, donc j'étais toute seule dans mon atelier. Je fournissais beaucoup de dentistes, donc forcément ils ont fermé à ce moment-là aussi, donc je m'étais dit que ça serait calme, mais en fait pas du tout parce que ça. Et tant mieux. Voilà, tant mieux. Mais il faut dire que j'étais une jeune maman, donc j'ai dû embaucher 7 personnes d'un coup, changer de local, tout en continuant à respecter les commandes. Et donc maintenant on fournit beaucoup d'hôpitaux. Ça a été quoi cet afflux de commandes justement? Ça a été des commandes. Parce que justement, comme les masques, il n'y avait plus de charlottes jetables, de blouses jetables. Donc forcément, on a vendu des calots en tissu. Et ils se sont rendus compte que maintenant, c'est beaucoup plus écologique, économique, plus joli parce qu'on fait des calots vraiment très originaux. Et maintenant, on fait la tenue complète. Voilà, et le Made in France plaît. Donc forcément, ça fait plaisir parce que le marché chinois, il n'y avait plus personne qui fournissait. Donc voilà, maintenant, et puis un très beau CA du coup qui a explosé pour cette année. Ah oui, voilà. Et puis on et de l'embauche. Le président André Lenchary en parlait tout à l'heure. Et on espère perdurer et on a plein d'autres projets. Donc voilà. Bon, félicitations à vous. C'est une belle aventure et Merci. Il n'y en a pas tant que ça dans cette période de pandémie qui ont pu aussi bien s'en sortir. Félicitations. Voilà. Merci pour ce prix. C'est vraiment, vraiment un honneur et pour moi et pour pour vos équipes, mes petites mains. Merci beaucoup. Merci. Alors, à vos côtés, on retrouve Monia Fourard et Édouard Truchelu. Vous êtes les 2 créateurs de Toumaï. Alors, je vais essayer de raconter un peu, puis vous me rectifierez ou vous compléterez. Vous avez voulu vous inspirer un petit peu des origines et valoriser toutes les formes de nutrition ancestrale en respectant les sols et en redonnant de l'attrait à des céréales qui étaient parfois oubliées. Vous avez lancé l'entreprise, je crois, en 2020. Tout à fait. Voilà. Il y a tout juste un an.
Il y a tout juste un an, voilà, une jeune entreprise. Alors racontez-nous exactement quels sont les produits que vous proposez. C'est intriguant, les céréales millénaires. Alors oui, tout à fait. Donc nous, la mission de Toumaï, c'est s'inspirer des origines pour nourrir demain. Rapprochez un petit peu le micro. Merci. Alors, donc je disais, la mission de Toumaï, c'est s'inspirer des origines pour nourrir demain. On a pour objectif de valoriser des graines anciennes qui impactent notamment positivement les sols. Et on peut citer par exemple le petit épeautre, une légumineuse comme le pois chiche, ou encore le sorgho qui est beaucoup moins connu. Et on a décidé donc de valoriser ces graines avec un premier produit qu'on a appelé la pépite, qui est un granola salé qu'on fabrique artisanalement au sein d'une boulangerie solidaire d'insertion professionnelle qui est localisée à Fabrègues et qui s'appelle Pain et Partage. Voilà, donc cette pépite, ça nous permet de valoriser, de faire connaître ces graines et d'apporter une certaine diversification dans l'alimentation. Et je souhaiterais faire un petit focus sur le sorgho, qui est peu connu et qui est pour nous une véritable céréale d'avenir, puisque donc elle est originaire d'Afrique, mais elle est cultivée en France. Elle a cet avantage de décompacter les sols, de permettre à l'eau de venir s'infiltrer plus facilement. Elle résiste à la sécheresse. Et pour nous, c'est important. Voilà, c'est une de nos missions, c'est de faire connaître cette graine au plus grand nombre. Et ça se mange comment ? Alors aujourd'hui, cette graine, elle est surtout en produit transformé. Elle existe sous forme de farine. C'est un produit de niche. Elle est destinée notamment c'est une farine sans gluten. Et donc, il y a très peu de produits qui exploitent le sorgho. Et nous, on a envie justement d'être pionniers dans la valorisation de cette céréale. Est-ce qu'il y a d'autres produits que vous pouvez nous présenter ? La pépite et puis... Alors, c'est notre premier produit, donc effectivement. Donc là, on développe, on est sur 2 nouveaux produits, notamment une version sucrée de notre granola et une innovation. Donc, j'en dirai pas plus aujourd'hui. Il faut attendre, prochainement. Mais voilà, il y a plein de choses à faire avec cette céréale et on espère que on pourra la faire. Vous êtes distribué où ? Comment ? Alors, je vais laisser Édouard reprendre le flambeau. Merci beaucoup pour ce prix aussi, et ça fait très plaisir d'être ici et de reconnaître tous ces belles entreprises. Au niveau de la distribution, on est principalement en magasin spécialisé bio. Donc type, il y a 2 Biocoop sur Montpellier, la Vie Claire, des magasins bio indépendants aussi, et des épiceries vrac. On a ouvert notre site e-commerce qui est en ligne, tributoumaï.fr. Donc on peut également acheter en ligne. Et là, on essaie d'ouvrir de nouveaux canaux, notamment avec la réouverture des restaurants, où la pépite peut aussi se mettre dans des soupes, dans des plats, dans des salades. Et voilà, on a commencé à rentrer dans des restaurants, des bars à salade. Donc c'est un nouveau canal qui était un peu en attente, du coup, et à creuser. Merci beaucoup, vous nous avez donné faim, là, ça y est, c'est parti. Merci et applaudissements pour ces 2 belles entreprises. Merci beaucoup, merci à vous. Alors j'espère que vous êtes toujours avec nous sur le Facebook Live et sur le midilibre.fr, que vous nous suivez. Cette cérémonie petit à petit approche de sa fin. Nous avons ce soir remis de beaux prix. Vous avez vu qu'il y a énormément de choses qui se font sur ce territoire de l'Hérault. C'est Septuor 34, c'est ça, c'est mettre en avant ces innovations et ces talents locaux. Et c'est ce que nous faisons grâce à vous tous qui êtes là, lauréats et nommés dans cette salle avec nous. Alors nous allons maintenant, si vous le voulez bien, passer à la 4e séquence. La 4e séquence, c'est le lauréat coup de cœur, région Occitanie. On découvre, si vous le voulez bien, quelques images. Comment investir en Occitanie grâce au crowdfunding. Vous avez besoin de lever des fonds pour financer votre entreprise ? Ou vous avez envie de donner du sens à votre épargne en investissant dans l'économie de votre région ? Découvrez Épargne Occitanie, le portail régional du financement participatif citoyen qui met en relation les entreprises avec celles et ceux qui veulent investir. Avec Épargne Occitanie, vous pouvez soutenir la création d'emplois, l'innovation et la sauvegarde des savoir-faire. Participez à la relance durable de l'économie en Occitanie. Rendez-vous sur épargneoccitanie.fr. Et voilà, et bien sûr, on ne parle pas de la région Occitanie sans Marie-Thérèse Mercier qui va me rejoindre sur cette scène, conseillère régionale. Bonsoir, on se retrouve pour ces prix des cérémonies Septuor de l'Hérault.
Merci d'être là et vous parrainez le prix coup de cœur de la région Occitanie, voilà, évidemment. Comme chaque année, je suis ravie de vous retrouver tous. Et je crois qu'on a eu un beau panel ce soir, donc on va avoir aussi le prix coup de cœur, mais je crois que c'était important, puisqu'on voit que finalement, au travers de toutes les entreprises qui ont été récompensées, on est au cœur des projets qui sont bien sûr soutenus par la région. On est sur le plan alimentation et donc le dernier projet en témoigne. On a besoin de consommer local, on a besoin d'accompagner ces entreprises. On a aussi de grands projets bien sûr sur les énergies renouvelables et sur notre plan vert. Et donc l'exemple tout à l'heure avec Genvia et avec le plan hydrogène sur lequel on fonde énormément d'espoir sur la création d'emplois. On a eu l'occasion de mener dans le cadre de la Cité de l'économie et des métiers de demain une étude sur l'hydrogène et on voit qu'à un horizon de 5 ans, c'est 4 à 5 000 emplois sur la région et encore sur lequel on peut miser. Et je crois que la région, elle est là aussi pour accompagner à la fois les entreprises qui ont été dans des difficultés et aussi les projets qui innovent, quels que soient les secteurs d'activité. Et bien sûr, sur les secteurs traditionnels, en les accompagnant sur la transition et notamment bien sûr toute la transition numérique. Je n'y reviens pas, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, mais aussi sur toutes les innovations qui créent de l'emploi dans notre région. On a eu un beau panel. On a eu un beau panel, alors on va quand même dire un mot sur tout ce qu'a fait la région Occitanie pendant cette crise sanitaire, parce que vous êtes venus au soutien, et ça a été évoqué déjà à plusieurs reprises, des entreprises et des entrepreneurs. Vous avez assisté aussi à beaucoup de solidarité et d'initiatives. Alors on a assisté à beaucoup d'initiatives. On peut parler d'abord de la filière santé, et on a eu aussi un exemple, accompagner la création de masques avec des produits d'Occitanie. Donc ça a été Occitanie Protect, mais on a eu aussi beaucoup de solidarité entre les entreprises, aussi beaucoup de salariés, et je pense qu'il faut le dire et leur rendre hommage aux côtés de la CCI, beaucoup de salariés de la région et de l'Agence de développement économique ad hoc qui se sont portés volontaires pour répondre aux appels d'urgence de l'ensemble des entreprises. On a oublié, ça fait quasiment 1 an qu'on est dans cette situation, mais il a fallu au départ réagir très vite et toutes les volontés se sont manifestées. Beaucoup de salariés ont été volontaires en plus de leur activité pour accompagner ces entreprises, aussi à mener des paniers repas, parce que la solidarité, elle a concerné les entreprises, mais elle a concerné aussi beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans des difficultés. Donc on a distribué beaucoup de paniers repas, accompagné aussi beaucoup d'étudiants qui étaient dans des situations difficiles, à la fois sur le plan psychologique et sur le plan alimentaire aussi, parce que il n'y avait plus les petits boulots, on les appelle comme ça, mais pour les étudiants c'est très important. Donc c'est tout ça, le plan d'urgence qu'a mené la région, et c'est bien sûr, quand on parle de chiffres, c'est 370 millions que nous avons voté très vite pour accompagner toute cette solidarité, accompagner les entreprises qui étaient dans des difficultés. Alors ça, c'est l'année passée. Maintenant, il faut se projeter vers l'avenir. Il y a le plan de relance au niveau national et puis il y a le plan de relance de la région Occitanie. Bien sûr. Donc, le plan de relance, il est très important et on est déjà bien sûr dans cette projection. Donc c'est 200 millions que nous avons votés. Alors à la fois pour accompagner bien sûr des filières stratégiques pour la région. On a cité les mobilités, bien sûr l'aéronautique qui est quand même dans une situation difficile aujourd'hui, mais aussi la santé, aussi le plan alimentation et aussi le plan vert. Et ce que nous voulons au travers de ce plan de relance qui est très important, c'est créer de l'emploi. Et on l'a dit, ça a été dit à plusieurs reprises, et c'est très bien parce que les entreprises et pas seulement les collectivités se saisissent de ce sujet, c'est accompagner des emplois durables. Et c'est vrai que ça, aujourd'hui, je crois que si on regarde en arrière, il y a 5 ans, on le disait peu. Et aujourd'hui, ce sujet, les collectivités, nous allons accompagner dans le cadre de ce plan de relance des formations, des emplois sur tous les sujets de la RSE, mais c'est très important et j'en suis ravie parce que les entreprises ont compris aussi l'intérêt d'aller vers ces créations d'emplois durables. Et ça, c'est un vrai bonheur de pouvoir le partager aux côtés des entreprises. Allez, on découvre les 3 dernières entreprises de la soirée. Allez, les 3 lauréats dans cette catégorie coup de cœur sont ECP Développement, une entreprise de nettoyage ultra propre, Sophie Group, qui commercialise des smartphones reconditionnés, et Cameron, société de fabrication et de maintenance d'équipements pour l'exploitation, le transport et la production pétrolière et gazière pour le groupe Schlumberger. Marie-Thérèse Mercier. La dernière enveloppe de la soirée, c'est vous qui l'ouvrez. Donc pour finir par le coup de cœur, j'appelle ECP Développement. Et on accueille Olivier Priou, le directeur général
Bonsoir, monsieur, et félicitations. Je vous laisse récupérer votre prix, le dernier de la soirée, le prix Coup de cœur. Bienvenue sur cette scène. Félicitations pour ce prix. Alors, expliquez-nous dans quel domaine vous exercez. Merci beaucoup pour ce prix. Il fait d'autant plus plaisir que nous allons fêter nos 25 ans d'activité. Donc, il vient récompenser beaucoup de travail. Donc, ça va nous permettre aussi de travailler, de fédérer les équipes. Donc, merci encore. Alors, expliquez-nous un petit peu, votre société, elle est spécialisée dans le nettoyage de précision, nettoyage ultra propre depuis 25 ans. Oui. Racontez-nous un peu vos spécificités, vos spécifications. Oui, donc nous sommes des prestataires de services pour l'industrie. Nos clients qui ont des pièces qui nécessitent des niveaux de propreté très poussés font appel à nos services. Donc ils nous envoient leurs produits. Nous recevons à peu près 2 millions de produits 2 millions de pièces par mois. Et dans nos ateliers sur Montpellier, nous les amenons des spécifications de propreté très poussées, que ce soit des contaminations organiques, des contaminations micro-organismes, que ce soit particulières. Pour situer un petit peu, notre niveau de spécification au niveau particulier est de l'ordre de 0,2 microns, quand le diamètre d'un cheveu fait entre 100 et 150 microns. Donc nous sommes vraiment dans l'ultra propre, dans la décontamination, et donc un métier qui est devenu d'actualité. Oui. Et vos secteurs d'activité, donc c'est la pharmacie, le médical ? Alors à l'origine, c'est la microélectronique. Oui. Et puis nous sommes diversifiés, ça fait des années, vers les implants médicaux, donc prothèses de hanche, rachis. Nous travaillons aussi pour l'aéronautique, le spatial, l'automobile. Et le dernier des secteurs qui a explosé ces derniers mois, c'est la pharma. Et notamment toute la supply chain du vaccin Covid. Alors justement, la pandémie, on se doute, a eu un impact sur votre activité, plutôt favorable, je suppose. Vous allez nous expliquer un petit peu quelles ont été les répercussions pour vous. Oui, alors certains secteurs, par contre, ont été en souffrance. L'automobile, l'aéronautique, le spatial. Oui. Là, du jour au lendemain, en mars de l'année dernière, nos carnets de commandes sont tombés à zéro en quelques semaines. Le médical aussi, pendant un moment, a souffert du fait du report des opérations. Des opérations, tout à fait. Donc ça a décalé. C'est un secteur qui est bien reparti maintenant aujourd'hui. La microélectronique est restée assez stable. Et malheureusement, elle n'arrive pas à fournir plus que ce qu'elle peut. Et en revanche, la pharma, effectivement, pour nous, est un secteur qui a vraiment explosé. Par un besoin qui est arrivé chez les industriels et un savoir-faire qui était chez nous, donc c'est tombé au bon moment. Qu'est-ce qu'on vous a demandé? Qu'est-ce que vous avez dû faire de nouveau? Il y a eu plusieurs phases. Dans un premier temps, nous avons travaillé sur des opportunités, c'était l'année dernière. Nous avons participé, par exemple, à la mise au point des masques réutilisables qui ont été mis au point par Michelin, par le CEA, et sur l'aspect décontamination, nettoyage, c'est nous qui sommes intervenus. Nous avons travaillé également sur les turbines des appareils respiratoires que Broventa a mis sur le marché. Puis ça nous a amené tout doucement à fabriquer, avec 4 autres industriels français, un écouvillon de test Covid 100% Made in France, qui a été homologué, validé par les autorités de santé et qui est aujourd'hui opérationnel. C'était un petit peu la première phase. Et puis depuis janvier, avec l'arrivée du vaccin, là ce sont les grands groupes industriels qui sont venus nous demander des prestations de services. Et là c'est littéralement un carnet de commandes qui a complètement explosé dans des volumes jamais vus. Une belle mine de rien, vous avez su, on le disait tout à l'heure, vous adapter, rebondir, innover aussi dans ce que vous proposiez. Vous avez même un nouveau projet là, industriel qui vise le développement de technologies sèches pour le secteur de la santé. Vous nous expliquez un petit peu? Oui, effectivement, l'agilité, ça a été vraiment le mot. D'autres l'ont utilisé ce soir. C'était vraiment sans savoir où on allait, sans savoir sur quel créneau forcément se diversifier. Donc ça nécessitait beaucoup de travail. Et on est arrivé à la conclusion aussi que si nous maîtrisons aujourd'hui nos spécifications, il faut encore faire mieux demain, il faut nettoyer encore plus propre, il faut aller plus loin. Et notre idée a été d'aller chercher des équipementiers, des industriels qui développent des technologies, pas forcément aujourd'hui pour le nettoyage, mais pour l'amener dans notre secteur d'activité. Donc on a mis en place un projet ambitieux qui a été validé par la BPI récemment, dans lequel on trouve un équipementier Corial qui fabrique des équipements plasma, un autre DFD qui fabrique des équipements en CO2 supercritique,
Air Liquide qui doit nous aider à mettre au point les gaz vecteurs. Et l'idée est d'améliorer, donc, comme je l'ai dit, les techniques de nettoyage, mais se passer aussi de l'eau qui est aujourd'hui, les techniques lessivielles sont effectivement les process courants. Et donc l'idée est d'aller faire plus propre et sans consommation d'eau pour préparer aussi les challenges futurs. Un bel exemple, Marie-Thérèse Mercier, que cette entreprise. Alors exactement, et c'est vrai que je trouve que c'est un honneur. Ce soir, on a un panel extraordinaire et donc bravo d'abord pour tout ce que vous avez fait. Je crois qu'il faut vraiment reconnaître ces qualités d'entreprise qu'on a et qu'il faut avoir conscience que le rôle de la région, le rôle des collectivités, mais le rôle de la région en l'occurrence et de la présidente de région, c'est vraiment de vous accompagner, d'accompagner l'ensemble des lauréats et l'ensemble des entreprises à créer plus d'emplois, parce qu'on sait aujourd'hui qu'on veut créer bien sûr plus d'emplois dans cette région et qu'on a comme ça beaucoup de secteurs sur lesquels on a des emplois relocalisables ou localisables qui vont permettre à cette région qui a déjà des qualités extraordinaires, mais vraiment d'être la région de demain. Et je crois qu'on peut aussi, du coup, effectivement, dans ce lieu, se dire qu'on va travailler et vous aider à travailler sur ces métiers de demain, tout simplement parce qu'on veut donner du travail à nos enfants. Tout à fait. Vous nous aidez sur la transformation numérique notamment, où il nous faut ajouter de la traçabilité sur nos process de nettoyage. Donc vous nous aidez beaucoup. Ça va devenir même compétitif, ça va devenir pour nous une force. Et donc on prévoit de passer d'une société de 70 personnes aujourd'hui à 140 dans les années qui arrivent. C'est vraiment cet exemple qu'on veut mettre en avant. Ben voilà, ça tombe bien, on termine la soirée là-dessus. Merci à tous les deux. Je vous laisse regagner la salle. Applaudissements. Alors cette soirée va s'achever. Je vous rappelle que nous étions réunis pour les Septuors de l'Hérault, une cérémonie qui était organisée par le Midi Libre, pour lesquels nous avions des partenaires que je tiens particulièrement à remercier ce soir. Je vais remercier la CCI de l'Hérault et son président André Deljari. Je remercie bien sûr la région Occitanie, Marie-Thérèse Mercier, et l'agence de développement ADOC. Merci à Serre France et à l'APS H34 d'avoir été partenaires de cette soirée. Merci à la Cité de l'économie des métiers de demain de nous avoir accueillis et fait découvrir votre écosystème qui nous a donné envie de revenir et de guetter ce que vous alliez faire. Je voudrais de grands applaudissements pour l'ensemble des nommés de cette soirée. Merci de les applaudir. Félicitations à eux. Félicitations à eux pour leur audace et leur engagement. Félicitations, bien sûr, aux lauréats de la soirée. Bravo pour vos prix. Tous nos applaudissements aussi pour vous. Merci aux équipes techniques qui ont organisé cette soirée. Merci à la rédaction du Midi Libre, bien sûr, et à l'agence du Midi Libre qui a organisé aussi toute cette soirée. Et puis, bien sûr, il y a une date qu'il faut absolument noter tout de suite dans votre agenda, parce qu'on se retrouve le 9 décembre pour la grande finale Oxinov. Et ça, c'est à ne pas rater. Merci beaucoup à tous. Rentrez bien. Bonne soirée.